Imaginez un instant, trois nations, longtemps considérées comme des périphéries silencieuses de la scène internationale, prennent une décision qui fait vaciller les piliers d'un ordre financier vieux de plus de 60 années. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays du Sahel célèbres davantage pour leur pauvreté que pour leur puissance, viennent de réunir à eux seuls la somme colossale de 500 milliards de francs CFA, exclusivement issus de leurs ressources internes. Aucun recours au Fonds monétaire international, aucun appel à la Banque mondiale, aucune autorisation sollicitée auprès de Paris ni de Bruxelles. Ces trois États, sous le coup de sanctions internationales et coupés de la générosité occidentale, ont bâti de leurs mains la toute première banque confédérale d'investissement et de développement de la région, financée et contrôlée par eux seuls. C'est un séisme. Car depuis plus d'un demi-siècle, le destin financier de l'Afrique de l'Ouest était dicté de l'extérieur, des capitaux étrangers, une expertise importée, un contrôle exercé depuis Paris, Washington ou Bruxelles. L'architecture monétaire, héritée de la colonisation et de la France-Afrique, semblait gravée dans le marbre. Pourtant, ces trois petits pays, réputés fragiles, viennent de fissurer le socle de cette dépendance. Leur initiative est une première brèche dans un édifice que tout le monde croyait indéboulonnable. Pour la première fois, ces États relégués au second plan osent affirmer une autonomie financière tangible. Pas d'annonce fracassante, pas d'abandon tonitruant du franc CFA. Leur méthode est subtile. Ils construisent d'abord une base solide, une force de frappe financière indépendante. Ils veulent rendre prouver qu'ils peuvent se financer eux-mêmes, même sous sanctions, même sans accès aux marchés internationaux. Leur ambition ? Rendre progressivement obsolète l'ordre établi. C'est la stratégie de l'érosion patiente, à la fois audacieuse et méthodique. Mais le pari est monumental. Si la Banque confédérale d'investissement et de développement échoue, la région risque un retour brutal à la précarité, la perte de l'autonomie chèrement acquise et l'effacement du Sahel sur la scène régionale. Le risque est réel. La moindre erreur, la moindre défaillance pourrait coûter des décennies de progrès. Ce choix rappelle des précédents historiques. Souvenez-vous de la tentative de la Guinée de Sékou Touré, qui en 1960 avait rompu avec la France et choisi d'imprimer sa propre monnaie. L'isolement, les représailles, les difficultés immenses n'avaient pas entamé la détermination, mais le coût social et économique fut terrible. Ici, le trio du Sahel cherche à éviter ces écueils en optant pour une transition graduelle, structurée, collective. Pour saisir la véritable ampleur de ce moment, il faut comprendre d'où vient cette volonté de rupture. Elle est le fruit d'années, de décennies d'étouffement, de crises, de dépendances imposées et de frustrations accumulées. Pour comprendre, il faut remonter l'histoire de la domination financière et des choix économiques imposés au Sahel. Pourquoi le Sahel ne pouvait-il plus attendre ? Parce que, depuis des générations, l'avenir de la région était décidé loin de Bamako, Ouagadougou ou Niamey. Les politiques publiques, les aides au développement, même la monnaie, tout venait d'ailleurs dicté par des institutions étrangères dont les priorités étaient souvent déconnectées des réalités locales. Cette situation n'est pas unique dans l'histoire. On la retrouve par exemple dans l'Amérique latine des années 80, lorsque la dette extérieure et les plans d'ajustement structurel du FMI ont plongé des pays entiers dans la récession et la crise sociale. Le schéma est le même, des décisions prises à des milliers de kilomètres, des conditions imposées, une souveraineté amputée. Dans le Sahel, les sanctions de la CEDEAO, la suspension des soutiens occidentaux, la domination du franc CFA ont provoqué une véritable asphyxie financière. Les budgets nationaux s'effritaient année après année, corsetés par des conditions décidées à l'étranger. Les projets d'infrastructure, les écoles, les dispensaires restaient bloqués, dépendant de crédits négociés hors du continent, assortis d'exigences souvent incompatibles avec l'urgence des besoins. Par exemple, au Mali, la construction de la route Bamako-Kayes a été retardée pendant plusieurs années, car le financement dépendait des négociations avec des bailleurs étrangers, qui exigeaient des réformes administratives complexes avant de débloquer les fonds. Cette dépendance chronique était invisible mais écrasante. Les dirigeants géraient une souveraineté de façade, sans maîtrise réelle sur les leviers clés de leur développement. Ils avaient le pouvoir politique, mais restaient prisonniers d'un système financier verrouillé, un peu comme les nations d'Europe de l'Est sous l'emprise du rouble soviétique avant la chute du mur de Berlin. Une indépendance illusoire car tout dépendait en réalité de Moscou. Le franc CFA, piloté par une banque centrale étrangère, la BCEAO, dont le siège est à Dakar, interdisait toute initiative autonome. Impossible d'ajuster la politique monétaire, de dévaluer ou d'investir massivement sans l'assentiment de décideurs lointains.
Les sanctions, censées punir les gouvernements, frappaient surtout les populations. Marchés vidés, commerces en faillite, inflation galopante, chantiers arrêtés. Durant la crise de 2022, le Niger a vu ses importations de médicaments et de denrées essentielles chuter de plus de 40%, faute de devises disponibles. S'obstiner dans ce système, c'était accepter la stagnation et la frustration populaire. L'impuissance des États alimentait la colère, sapait l'espoir, creusait le fossé entre gouvernants et citoyens. Les jeunes, majoritaires dans ces sociétés, ne voyaient aucun avenir, aucun projet crédible, aucun signe que la situation pouvait changer. Cela rappelle l'Algérie de la décennie noire, où l'absence de perspectives économiques a été l'un des carburants de la crise politique et sécuritaire. Alors une question s'est imposée, brutale, incontournable, et si le véritable obstacle n'était plus la conjoncture, ni même la mauvaise gouvernance, mais le système lui-même? Cette interrogation a germé dans les milieux intellectuels, les mouvements citoyens, les médias locaux. Petit à petit, elle a gagné les cercles du pouvoir. Face à cette impasse, l'idée d'une rupture a émergé. 3 pays ont décidé de ne plus attendre. Ils allèrent tenter l'impossible, au risque de tout perdre. Ils ont choisi l'audace collective plutôt que la soumission individuelle. Un choix qui rappelle l'expérience du Botswana à son indépendance. Ce petit pays enclavé, pauvre, a refusé de dépendre du Sud-Africain Rand et a misé sur la gestion collective de ses ressources diamantifères, bâtissant l'une des économies les plus stables d'Afrique. Et si la clé du développement résidait dans l'audace collective et non dans la permission extérieure, cette question s'est imposée comme un mantra dans les cercles dirigeants. Pour saisir la portée du bouleversement, il faut se replonger dans la réalité du Sahel sous la férule de la BCEAO. Durant plus de 50 années, le Burkina Faso, le Mali et le Niger étaient ligotés à un système qui leur imposait chaque décision d'investissement, chaque choix budgétaire. Pas un seul projet ne pouvait voir le jour sans le feu vert d'institutions étrangères. Les besoins urgents, comme la construction d'écoles rurales pour accueillir une jeunesse toujours plus nombreuse, restaient en suspens. À titre d'exemple, le Mali a attendu près de 10 années pour obtenir le financement d'un barrage sur le fleuve Niger, un projet vital pour l'irrigation et l'agriculture locale. Face à cette impasse, la Banque confédérale d'investissement et de développement est née d'un pari lucide: unir les ressources, choisir ensemble ce qui devait être financé et surtout s'affranchir du diktat des bailleurs internationaux. Pourquoi continuer à quémander l'aval de banques éloignées alors que la survie de millions de personnes exige des solutions immédiates? C'est une logique que l'on retrouve dans d'autres régions du monde. En Asie, la création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, pilotée par la Chine, a permis de financer des projets jugés trop risqués ou inutiles par la Banque mondiale. Le jour de la signature des statuts de la BCID, la scène était inédite. Aucune puissance étrangère, aucune institution internationale dans la salle, aucun banquier venu de Paris, aucun envoyé de Washington. Pour la première fois, un outil conçu par et pour le Sahel. Ce n'était pas simplement une nouvelle banque. C'était la matérialisation d'un refus de subir et l'affirmation du droit à écrire sa propre histoire. On peut faire un parallèle avec la création de la Banque centrale européenne, qui a symbolisé pour l'Union européenne la volonté de gérer sa propre monnaie sans dépendre du dollar ou du yen. Mais ce saut dans l'inconnu est dangereux. Les menaces de représailles économiques planent, sanctions renforcées, isolement, fuite des capitaux, attaques spéculatives contre la nouvelle institution. Pourtant, le défi le plus vertigineux, c'est la responsabilité totale. Si la BCID échoue, si elle s'enlise dans la corruption ou l'inefficacité, la crédibilité du bloc AES, Alliance des États du Sahel, s'effondrera sous les yeux d'un monde sceptique, prêt à conclure que l'indépendance financière n'était qu'un mirage. Cette fois, il n'y aura personne à accuser, sinon soi-même. C'est le syndrome de l'Afrique du Sud post-apartheid. Après la victoire politique, les attentes étaient immenses, et le moindre faux pas était scruté par la communauté internationale comme la preuve d'une incapacité à gérer ses propres affaires. Dans cette prise de risque naît une promesse, celle d'inverser durablement le rapport de force. Prouver que même les pays réputés faibles peuvent inventer leur propre modèle de développement. C'est un carrefour historique. Répéter le cycle de la dépendance ou affirmer une souveraineté nouvelle. L'histoire regorge de moments similaires. Quand la Corée du Sud a lancé ses premiers conglomérats industriels, personne n'y croyait. Aujourd'hui, Samsung et Hyundai sont des géants mondiaux. Le succès n'est jamais garanti, mais l'audace est une condition nécessaire. Mais pour comprendre comment ce choix radical a vu le jour, il faut revenir en arrière, au moment précis où le statu quo est devenu insupportable.
Qui a vraiment pris la première initiative? Quand le centre de gravité bouge, chacun doit revoir sa position. L'annonce de la Banque confédérale d'investissement et de développement n'a pas seulement surpris, elle a fracturé l'équilibre établi. À Paris, l'onde de choc a été immédiate. La crainte d'une zone CFA morcelée plane dans les couloirs du pouvoir. Derrière les discours officiels, la France mesure l'ampleur du risque. Si l'alternative du Sahel réussit, l'influence patiemment construite depuis plus de 60 années pourrait s'effriter. Certains responsables français, habitués à la stabilité de la zone franc, craignent un effet domino. Si ces trois États sortent du rang, d'autres pourraient en suivre, fragilisant tout l'édifice. À Washington, la prudence domine. Les experts américains évaluant le danger d'une architecture financière régionale qui vacille, tout en redoutant de laisser le champ libre à d'autres puissances. Pékin, pour sa part, avance prudemment, proposant aide technique et investissement sans imposer d'agenda idéologique. Pour la Chine, accompagner un nouveau modèle, sans les vieilles querelles post-coloniales, représente une opportunité stratégique. C'est exactement ce qu'elle a fait en Amérique latine et en Asie centrale, investissant dans des infrastructures sans exiger de réformes politiques. Moscou savoure la scène. Pour le Kremlin, la naissance de la BCID est un revers pour l'ordre occidental et une ouverture à d'autres voies vers l'autonomie. Sur les réseaux africains, les messages de félicitations venus de Russie au courage du Sahel se multiplient, nourrissant le récit d'une bascule géopolitique. Certains analystes y voient une répétition de la guerre froide, où chaque avancée d'un camp suscitait l'intérêt, voire l'ingérence d'autres camps de l'autre. Mais les réactions les plus intenses résonnent dans la région elle-même. Les voisins, souvent liés au CFA et sous pression internationale, oscillent entre prudence et fascination. Officiellement, ils jurent une fidélité à la stabilité monétaire. Officieusement, des voix admirent l'audace, se demandant si cette brèche n'ouvre pas, aussi, une voie vers l'indépendance. Au Sénégal, des économistes ont publié des tribunes saluant le courage de l'AES tout en mettant en garde contre les risques de fragmentation régionale. Dans les rues de Bamako, Ouagadougou ou Niamey, la BCID fait naître un nouvel espoir. Mais l'inquiétude rôde. Et si tout échouait? Si la jeune banque trébuchait sous le poids des sanctions, du manque de devises, de la méfiance des marchés, l'enjeu est colossal. Si la BCID prospère, le modèle CFA s'effrite et l'ombre de la dépendance recule. Mais chaque faux pas peut être fatal. Une gestion hasardeuse, un scandale de corruption, une simple récession pourrait briser l'élan, ruiner la crédibilité des dirigeants et refermer la fenêtre historique à peine entr'ouverte. L'histoire récente de la Grèce, dont la crise bancaire a ébranlé toute la zone euro, rappelle combien la confiance est volatile. Déjà, au-delà des réactions officielles, la BCID oblige tous les acteurs à redéfinir la souveraineté économique en Afrique de l'Ouest. Le débat dépasse la simple question monétaire. Il touche à qui décide du développement, à qui tient les clés de l'avenir. C'est un débat similaire à celui mené en Amérique du Sud lors de la création du Mercosur, où la question de l'intégration régionale fut centrale pour échapper à la tutelle des États-Unis. Mais derrière ces calculs et tensions, une question demeure. Qu'est-ce que ce pari change concrètement pour les populations du Sahel et pour la promesse de développement sur le continent? Pour y répondre, il faut descendre au ras du sol, là où la monnaie et le crédit deviennent des leviers de transformation ou des chaînes d'asservissement. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit lentement, pierre après pierre. Pour la première fois depuis l'indépendance, le développement au Sahel échappe au verdict venu d'ailleurs. Les priorités ne sont plus dictées par des institutions extérieures, mais choisies par les citoyens eux-mêmes. Chaque décision d'investissement, chaque chantier, reflète désormais une logique locale, ancrée dans la réalité des peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Prenons des exemples concrets. Jusqu'ici, la construction d'un hôpital à Waïgouya pouvait attendre des années, car il fallait convaincre les bailleurs étrangers de la pertinence du projet. Désormais, la BCID permet de mobiliser rapidement des fonds pour des infrastructures vitales, en s'appuyant sur des ressources locales. Les agriculteurs de la région de Ségou, qui attendaient en fait depuis des décennies un système d'irrigation moderne, peuvent espérer voir leur projet enfin financé. De même, l'électrification rurale, longtemps freinée par l'absence de financement adapté, devient une priorité réaliste. Cette autonomie retrouvée place une responsabilité immense sur les épaules des dirigeants. La BCID n'est ni une baguette magique, ni un raccourci vers la prospérité. Elle incarne un pari risqué. La réussite viendra d'une gestion rigoureuse, d'une transparence totale et d'une capacité d'innovation continue. Les exemples abondent.
La Banque de développement du Brésil, la BNDES, a joué un rôle clé dans le décollage industriel du pays, mais elle a aussi été secouée par des scandales de corruption qui ont fragilisé sa légitimité. La leçon est claire. Sans discipline et sans contrôle citoyen, les meilleures institutions peuvent dérailler. Derrière l'espoir, la pression monte. Il faudra prouver jour après jour que l'on peut financer des routes, des écoles, des centrales électriques sans mendier, ni attendre des fonds venus d'ailleurs. La discipline institutionnelle devient la clé de voûte. Sans elle, les promesses s'effondrent et les vieux cycles de dépendance menacent de revenir. Les experts recommandent plusieurs étapes concrètes pour consolider la réussite. Premièrement, instaurer des mécanismes de contrôle citoyen, comme des audits publics et la publication régulière des comptes de la BCID. Deuxièmement, investir dans la formation des cadres locaux, afin de réduire la dépendance à l'expertise étrangère et d'assurer une gestion compétente des projets. Troisièmement, diversifier les sources de financement en encourageant l'épargne locale et en développant des produits financiers adaptés aux réalités du Sahel, tels que la microfinance et les coopératives agricoles. Quatrièmement, créer des partenariats avec des institutions régionales ou émergentes, comme la Banque africaine de développement ou la Banque asiatique d'investissement, afin de mutualiser les risques et d'attirer des investisseurs non traditionnels. Cinquièmement, privilégier des projets à fort impact social, comme l'accès à l'eau potable, la santé maternelle, l'éducation des filles, afin que chaque franc investi génère un bénéfice visible et rapide pour la population. La BCID est un laboratoire à ciel ouvert. Son défi ? Montrer que le Sahel peut mobiliser ses propres ressources, définir ses propres règles et résister à la tempête. Chaque erreur de pilotage, chaque manquement à la transparence peut briser la confiance durement acquise, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les projets pilotes, comme la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya, serviront de test. Leur réussite ou leur échec aura un effet d'entraînement pour toute la région. Si la classe politique trahit cette confiance, si la rigueur ou la transparence font défaut, la BCID pourrait devenir un symbole coûteux d'échec, au lieu d'une preuve éclatante de réussite. Le projet reste fragile, il exige une vigilance collective, une capacité à rendre des comptes et à ne jamais sombrer dans les réflexes du passé. Cette vigilance doit s'étendre à la société civile, qui doit surveiller, alerter, proposer. Pourtant, si le pari est tenu, la BCID portera un message puissant. Elle démontrera que, même sous sanction et en plein isolement, une autre voie existe, celle où l'on maîtrise soi-même les leviers du développement. Ce signal, plus fort que tout discours, pourra inspirer d'autres régions à questionner leur place dans le système financier mondial. L'histoire montre que les expériences pionnières, même modestes, créeront des précédents. L'exemple du Costa Rica, qui a aboli son armée pour investir dans l'éducation et la santé, a inspiré de nombreux pays d'Amérique centrale. La BCID n'est ni une revanche ni un geste de rupture brutale. C'est la pose d'une première pierre, le début d'une longue marche qui exige discipline, courage et constance. Chaque étape franchie rappelle que l'émancipation n'est jamais un événement, mais une progression faite d'exigences et de responsabilités partagées. Dans ce sens, la BCID incarne une philosophie du pas à pas, comme le développement progressif du Rwanda après le génocide. Chaque réforme, chaque projet, chaque réussite s'accumule pour bâtir un changement profond et durable. Mais l'aventure ne fait que commencer. Pour transformer l'essai, il faudra résister aux pressions, maintenir le cap et convaincre chaque jour que l'autonomie est tenable. Les dirigeants devront faire preuve de pédagogie, expliquer chaque choix, associer les citoyens aux décisions clés. La communication, la transparence et l'écoute seront des armes essentielles contre la tentation du repli ou de la défiance. La vraie révolution ne fait pas de bruit. Elle se joue dans l'architecture patiente du possible. Après tant d'années sous tutelle, 3 peuples longtemps réduits au silence ont surgi sur la scène mondiale. Non par une rupture soudaine, mais en posant, pierre après pierre, l'édifice d'une nouvelle souveraineté. La naissance de la BCID n'a pas été un coup d'éclat, mais une affirmation têtue. Reprendre la main au cœur même de la tourmente. Ce qui se joue ici dépasse la simple question monétaire. Pour des millions de femmes et d'hommes du Sahel, la BCID incarne le refus de subir des choix imposés d'ailleurs. Elle offre une porte pour réécrire l'histoire, choisir ses propres priorités, bâtir pour soi malgré les obstacles, les sanctions, l'isolement. La capacité d'un peuple à écrire son avenir, c'est la source de sa dignité, le moteur d'un développement enfin aligné sur les besoins réels. À titre d'exemple, la mise en place de fonds pour les jeunes entrepreneurs, financés par la BCID,
pourrait permettre à une nouvelle génération d'innover, de créer des emplois, d'apporter des solutions adaptées aux défis locaux. Le pari est immense, l'issue incertaine. Un faux pas, un revers, et la crédibilité de tout un modèle pourrait vaciller. Les spectres de la dépendance rôdent encore. Pourtant, l'alternative est claire. Rester prisonnier d'un cycle où chaque projet dépend du feu vert d'institutions extérieures, ou risquer une voie nouvelle, incertaine, où l'on devient maître de son destin. Ce choix s'apparente à celui du Ghana, qui, sous Kwame Nkrumah, a osé défier l'ordre colonialiste pour bâtir la première nation africaine indépendante, avec tous les risques que cela comportait. Cette révolution tranquille force une question dérangeante. À quoi sert la souveraineté si elle ne s'exprime pas dans la capacité d'investir, de rêver dans sa propre langue économique? La BCID n'est pas qu'une banque, c'est une déclaration d'existence, un signal lancé au monde. La stabilité ne s'achète pas, elle se construit. Chaque projet abouti, chaque infrastructure inaugurée, chaque emploi créé sera une victoire contre le fatalisme et la résignation. Mais le temps de l'institution n'est pas celui de la rue. Chaque décision prendra des mois, chaque victoire exigera des années. Pourtant, la patience devient ici la plus subversive des armes. Démontrer, preuve à l'appui, que même sous sanction, même dans la tempête, l'autonomie n'est pas une illusion. Il faudra accepter les lenteurs, les difficultés, les échecs temporaires, sans renoncer à l'objectif de long terme. Pour l'Afrique de l'Ouest, la BCID ouvre une brèche. Si 3 États peuvent rebâtir leur avenir hors du cadre ancien, qu'est-ce qui retient les autres? Peut-on tourner la page du franc CFA sans chaos, simplement en bâtissant plus lentement, mais sur du solide? Ou bien ce modèle sera-t-il rattrapé par les mêmes logiques qui ont étouffé tant d'initiatives passées? Rien n'est joué. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un début, l'aube d'un pari collectif qui dépasse ses frontières. Un pari qui pose une question à chacun. La souveraineté ne se proclame pas, elle se prouve. Et peut-être dans cette patience et cette volonté de réinvention naît la vraie révolution. Alors comment concrétiser cette révolution tranquille? Quels sont les scénarios possibles pour les années à venir? Dans le meilleur des cas, la BCID parvient à financer des projets structurants qui génèrent rapidement de la croissance et de l'emploi. Les routes reliant les capitales du Sahel deviennent praticables toute l'année, facilitant les échanges commerciaux. Les centrales solaires émergent dans les zones rurales, réduisant la dépendance aux hydrocarbures importés. Les écoles et les universités voient leur capacité d'accueil doubler, formant une jeunesse prête à relever les défis du siècle. Ce scénario s'appuie sur des exemples historiques comme la Norvège, qui a utilisé les revenus du pétrole pour construire un fonds souverain, géré avec rigueur et transparence au bénéfice des générations futures. Dans le pire des cas, la BCID s'enlise dans la bureaucratie et la corruption. Les fonds sont détournés, les projets restent inachevés, la confiance s'effondre. Les partenaires internationaux détournent le regard, les investisseurs se retirent et la région replonge dans l'isolement. Ce scénario n'est pas une fatalité. Il peut être évité par la mise en place de garde-fous, d'une justice indépendante et par l'implication active de la société civile. Un scénario intermédiaire verrait la BCID réussir partiellement. Certains projets aboutissent, d'autres échouent, les progrès sont lents mais réels. La clé sera alors l'apprentissage collectif, la capacité à corriger les erreurs, à s'adapter aux imprévus, à ne jamais perdre de vue l'objectif de souveraineté partagée. L'expérience de l'Union européenne, qui a connu des crises mais a su rebondir grâce à une gouvernance souple, peut servir de modèle. Quelles étapes concrètes pour garantir le succès de la BCID? Premièrement, renforcer la coopération entre les États membres en harmonisant les politiques fiscales, douanières et réglementaires pour faciliter les investissements transfrontaliers. Deuxièmement, développer des instruments financiers innovants, tels que les obligations vertes, pour attirer des capitaux privés tout en finançant des projets durables. Troisièmement, instaurer un dialogue permanent avec les populations par le biais de consultations publiques, de forums citoyens et d'initiatives de démocratie participative. L'appropriation populaire est la meilleure garantie de pérennité. Quatrièmement, s'ouvrir à la diaspora africaine, dont les transferts de fonds représentent une source de financement stable et significative. Encourager ces investissements patriotiques peut dynamiser l'économie et renforcer le sentiment d'appartenance collective. Cinquièmement, miser sur l'éducation et la recherche en finançant massivement les universités, les centres de formation technique, les incubateurs de start-up. L'innovation locale doit devenir le moteur de la transformation économique.
Enfin, tisser des alliances stratégiques avec des pays émergents qui partagent l'expérience d'une émancipation progressive vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. L'exemple du Vietnam, devenu un acteur industriel majeur en quelques décennies, montre qu'il est possible de sortir de la dépendance en pariant sur la montée en compétences et la diversification économique. Ainsi, la BCID n'est pas seulement un outil financier. C'est un symbole, un laboratoire, une promesse. Son destin dépendra de la capacité du Burkina Faso, du Mali et du Niger à conjuguer rigueur, transparence, innovation et solidarité. Chaque étape, chaque projet, chaque succès ou échec sera scruté, analysé, commenté. Mais l'essentiel est ailleurs. La volonté de reprendre la main sur son destin, de refuser la fatalité, de bâtir un avenir à la mesure de ses rêves. Alors la question posée au début de cette histoire trouve sa réponse. Qu'est-ce qui empêche les autres nations d'emprunter la même voie? Rien sinon la peur, l'inertie ou le manque de vision. Le modèle du Sahel est imparfait, fragile, mais il existe. Il montre que l'audace, la patience et la solidarité peuvent ébranler les certitudes les mieux établies. À chaque génération, son combat. À celle du Sahel revient, peut-être, la mission de prouver au monde qu'il n'est pas de fatalité, que la souveraineté n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale, et que parfois il suffit de croire en soi, de s'organiser, de persévérer pour écrire une page nouvelle de l'histoire humaine. La BCID n'est qu'une étape. Mais quelle étape? Laissons le mot de la fin aux populations du Sahel. C'est dans leur détermination, leur résilience, leur capacité à inventer des solutions face à l'adversité que se joue la réussite de cette révolution silencieuse. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, regarderons-nous ce moment comme le point de bascule où l'Afrique de l'Ouest a commencé à croire en son destin, non plus dicté par d'autres, mais forgé par elle-même.